Un mot pour présenter Séverine Lepape et notre programmation. Donc, cette saison s'ouvre à l'enseigne des arts graphiques aussi, et beaucoup d'autres événements vont, et une exposition surtout sur la collection Campana va ouvrir bientôt. Donc, les arts graphiques avec la belle exposition que nous présentons aujourd'hui sur la gravure en clair-obscur que vous pourrez voir dans la rotonde de Sully jusqu'au 14 janvier, et l'ouverture d'une salle permanente de médiation dédiée aux techniques du dessin, du pastel, de la miniature et de l'estampe qui s'y trouve et que vous pouvez déjà visiter toujours dans la rotonde de Sully. En lien avec ces actualités du musée du Louvre, l'auditorium vous propose une riche programmation, une série un cycle de films sur l'art de la gravure intitulé Impression forte. Ça sera les 8, 23 et 29 novembre à 12h30. Et le cycle Découvrir les arts graphiques, le geste et la matière sous la forme des rencontres entre un artiste contemporain, un dessinateur, un graveur, une graveuse plutôt, et un pastelliste et un conservateur du Louvre. Et ces rencontres auront lieu 3 vendredis, le 9 novembre, 23 novembre et 7 décembre à 19h, je pense, qui seront des rencontres vivantes qui mettront en relation l'art du passé avec l'art du présent. Et pour les personnes attentives et les habitués du musée, effectivement, je réponds, le programme a un peu évolué, mais reste par rapport à un flyer qui circule. Vous trouverez le détail du programme de ces 3 vendredis, de ces 3 rencontres sur le site du Louvre, avec aussi toutes les informations, les biographies des artistes et les contenus des séances. Séverine Lepape, donc, qui est la commissaire de cette exposition sur la gravure en clair-obscur, donc les estampes gravées sur bois en couleur. Elle est archiviste paléographe. Elle avait été chef pendant plusieurs années, chef des services de l'estampe ancienne et de la réserve du département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale de France, avant de rejoindre le Louvre en 2014, où elle est conservateur en charge de la collection Edmond de Rothschild au département des arts graphiques. Elle est spécialiste de l'iconographie médiévale et des arts graphiques nordiques et français des 15e et 16e siècles. Elle s'intéresse aussi beaucoup aux nouvelles technologies dans l'exploitation des larges corpus d'œuvres, comme, et je crois, elle vous dira aussi au sujet de cette exposition. Donc, grand connaisseur, historienne de l'art très active. Elle enseigne d'ailleurs aussi à l'école des Chartres et à l'école du Louvre. Et elle a été commissaire aussi d'une autre exposition, une belle exposition au Louvre en 2013, Origine de l'estampe dans l'Europe du Nord. Donc je lui laisse la parole pour présenter donc l'exposition Gravure en clair-obscur. Je vous remercie d'être aussi nombreux pour venir écouter ce qui est une modeste présentation de cette exposition qui a ouvert hier, enfin ouverture au public aujourd'hui, mais vernissage hier, et qui a pour but de vous présenter sur un temps long et dans un cadre géographique assez large. Donc on voyage beaucoup dans le temps et dans l'espace dans cette exposition, à la fois une technique et une esthétique particulière, qui est la gravure en couleur, ou plus exactement la gravure en clair-obscur, comme j'ai souhaité l'intituler, et je vous expliquerai les choix, je justifierai le choix de ce terme. Alors, quand on parle d'estampes, toujours, il est absolument indispensable de revenir à la question technique, puisque c'est souvent un art qui est aujourd'hui peu connu, méconnu, et des considérations techniques sont toujours les bienvenues pour que le public puisse s'y retrouver et même comprendre l'intérêt et même la beauté et la sophistication de tels objets. Donc je commencerai par là. Pardon pour ceux qui
peut-être connaissent parfaitement ces techniques, mais je pense que ça n'est pas une économie à faire. La gravure en couleur, c'est une estampe où les couleurs sont transférées sur le papier lors du passage sous la presse par différents éléments d'impression. Il s'agit en fait de faire entrer la couleur dans le processus d'impression, avec généralement l'utilisation, le recours à au moins 2 planches. Une première planche que très souvent on qualifie d'une planche de trait. C'est ce que vous voyez ici. J'ai choisi de prendre une gravure qui est exposée au sein de l'exposition, une gravure d'Hercule et Cacus d'Hendrik Goltzius, un grand graveur maniériste de la seconde moitié du XVIe siècle, où vous voyez à gauche une gravure, la planche qu'on dit de trait, c'est-à-dire cette planche qui contient les lignes de la composition, qui peut être d'ailleurs imprimée seule, qui donne un résultat en noir et blanc, et puis au moins une autre planche qu'on va appeler une planche de teinte et qui, elle, va être ancrée avec une encre de couleur qui va vraiment apporter la couleur. Vous voyez ici quelque chose d'absolument rarissime. C'est un essai fait par Goltzius lui-même d'une planche de teinte intermédiaire. Vous verrez que la gravure, au total, en compte 3. Donc cette planche de trait, une planche de teinte intermédiaire, une autre planche de teinte plus foncée, et tout cela imprimé sur une même feuille de papier, et le résultat donne cela. Donc l'idée est bien, à chaque fois que l'artiste souhaite avoir recours à une couleur, d'avoir une planche par couleur ou par tonalité chromatique. C'est une technique, vous le verrez pour la plupart, même s'il y a quelques exceptions au sein de l'exposition, une technique qui est la gravure sur bois de fil, la xylographie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette technique, elle est assez simple. Le graveur épargne son trait, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que ce qui va devoir être imprimé reste toujours à la surface de la plaque, de la planche de bois, et il creuse tout ce qui ne devra pas recevoir d'encre et donc qui, à l'impression, restera blanc, et donc de la couleur du papier. Pour les planches de teinte, je reviens en arrière, vous voyez ici avec ce rarissime tirage qu'en fait, puisqu'on est sur une technique dite de relief et que l'ensemble de la matrice va être imprimé avec une seule gamme de couleurs, ce que fait l'artiste ou le graveur, c'est qu'il creuse. Vous n'avez ici que le résultat imprimé, mais il faut imaginer la matrice qu'on n'a plus malheureusement, et c'est le cas pour tout ce que je vous présente au sein de l'exposition. Nous ne conservons plus une matrice gravée de l'époque, mais il faut donc bien imaginer que ce que vous voyez ici, qui est le blanc du papier, la réserve, a été dans la matrice creusée. Et en fait, l'artiste, pour faire une planche de teinte, en fait, grave les lumières, grave ce qui va devoir être blanc ou de la couleur du papier d'impression. C'est une technique qui est mise au point, qui est déjà un peu pratiquée, mais de manière un peu différente, peu de temps après l'invention de l'imprimerie, par Gutenberg dans les années 1457, et qui est de plus en plus généralisée dans le monde du livre grâce à un acteur important, un imprimeur et libraire, Erhard Ralt Dolt, qui était actif à Venise et à Augsbourg dans les années 1480 et qui va utiliser cette technique, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure, d'impression à plusieurs couleurs pour illustrer des planches dans les livres qu'il imprimait. Pour l'estampe en feuille, qui est aussi, j'ai envie de dire, ce que je présente au sein de l'exposition, on aurait pu évidemment faire toute une exposition sur la question de la gravure en couleur également dans le livre, qui est très présente au XVIe siècle et encore au XVIIe siècle, mais j'ai choisi de montrer plutôt des estampes en feuille qui font dialoguer un inventeur souvent et un graveur. Donc pour l'estampe en feuille, les premières réalisations qui relèvent de cette technique de l'estampe en couleur n'apparaissent vraiment qu'à la fin de la première décennie du XVIe siècle, c'est-à-dire entre les années 1507 et 1510. C'est une invention importante parce que jusqu'auparavant, quand on souhaitait apporter de la couleur au sein d'une estampe, on le faisait généralement après impression de la planche avec un pinceau ou un pochoir. Donc les éléments chromatiques, qui étaient souvent des aquarelles, à base d'aquarelle, étaient vraiment apposés après impression, à la manière d'une enluminure d'une certaine manière. Et c'est le cas pour tout ce qui est imprimé tout au long du XVe siècle.
Cette technique comporte des difficultés puisqu'elle demande à l'artiste et au graveur de penser la décomposition et l'imbrication des motifs de différentes couleurs dès le départ. C'est-à-dire qu'il doit vraiment, c'est une mécanique intellectuelle, il doit vraiment concevoir sa gravure en la décomposant et en sachant où il va placer le motif de rouge, où il va placer le motif de bleu, assez en amont même de l'exécution de la gravure. C'est un art de la superposition, vous l'avez compris ici, puisque l'idée est de pouvoir, sur une seule et même feuille de papier, qui sera à la fin le résultat imprimé de manière rigoureuse, avec une superposition exacte et avec un système de repérage, au moins 2 planches, si ce n'est parfois 3, 4, voire 5 planches différentes. Et pour peu que le graveur souhaite vraiment jouer de l'interdépendance de certaines matrices, vous le verrez avec certains exemples présentés au sein de l'exposition, le repérage rigoureux est un enjeu très important pour qu'il arrive à l'effet souhaité. C'est aussi difficile dans le sens où, puisqu'il y a superposition de différentes couches d'encre de couleur, ces encres étant des encres typographiques grasses, faites à base d'huile et d'un composant coloré, d'un matériau coloré, il faut que l'artiste, il faut que le graveur prévoie un temps de séchage important entre chaque couche qu'il imprime. C'est aussi, et c'est pour ça sans doute que les artistes l'ont particulièrement aimé et pratiqué, c'est un art qui permet beaucoup de variations, puisque ce n'est pas parce que à un moment vous souhaitez que vos différentes planches soient imprimées en rouge, en vert ou en jaune, que cela vous empêche un jour de vouloir les imprimer dans une toute autre gamme chromatique. Donc vous verrez aussi au sein de l'exposition, on a fait le choix de montrer la même estampe imprimée dans différentes couleurs, parce que cet art de la variation était à l'évidence quelque chose qui séduisait à la fois les acteurs de l'estampe et ceux qui les achetaient. On peut aussi se poser la question, et j'ouvre juste une parenthèse et je la refermerai assez vite, puisque en fait on a assez peu de documents qui nous permettent de comprendre dans quel contexte économique ou social ces estampes sont faites. On arrive à quelques déductions, mais très souvent on me demande quel était le tirage de ce type d'estampe, combien coûtait, quel était le prix de ce type d'estampe. On n'a aucun élément ou très peu. Mais à l'évidence, quand on regarde ces estampes qu'on va découvrir ensemble et qui sont le fruit d'un grand travail et souvent d'une belle sophistication artistique, il y a vraiment la question de la rentabilité commerciale qui se pose. Vous savez que l'estampe est un art et un procédé technique qui vise à multiplier à l'identique une image, et donc d'une certaine manière l'enjeu commercial est évident, posé dès le départ. On fait de l'estampe aussi, et Dürer en est un très bon exemple, Albrecht Dürer, aussi parce que ça rapporte financièrement. Le temps que vous passez à faire une très grand retable des mois et des mois, une fois que vous avez fait une estampe, vous pouvez l'imprimer sur une longue durée avec beaucoup d'exemplaires, et à chaque fois la vente de chaque exemplaire vous procure à ces artistes un revenu évident. Pour l'art de la gravure en couleur, avec toutes les difficultés techniques que j'ai pu vous exposer, forcément la rentabilité est sans doute moindre, cela demande beaucoup plus de travail, et forcément ça a dû avoir des conséquences sur les prix, même si, je le répète, nous avons malheureusement très peu d'informations sur le commerce de telles estampes. Donc les estampes que je vais vous présenter et qui sont présentées dans l'exposition relèvent donc bien de la technique de la gravure en couleur. Pour autant, je pense, et je soutiens au sein de cette exposition et au sein du catalogue, que elles sont plus que cela, et que le terme de clair-obscur leur va très très bien, dans la mesure où vous allez voir, cette couleur est souvent assez limitée. C'est souvent une gamme de couleurs, du jaune, du bleu, du rose, qui est imprimée selon une esthétique des ombres et des lumières qui, à mon sens, est vraiment un principe déterminant de ces estampes en feuilles développées au XVIe siècle et au XVIIe siècle. Le terme de clair-obscur, par ailleurs, est présent dans les textes assez tôt, et notamment dans le privilège que l'un des premiers graveurs italiens qui pratique cette technique utilise pour désigner et pour protéger cette technique. Ugo da Carpi, en effet, dans les différents privilèges qu'il demande aux différentes instances politiques, parle, quand il
parle de ces estampes de chiaro e scuro, clair-obscur, terme qui n'est pas forcément repris dans toutes les langues, mais qui au moins en français au XVIIe siècle est utilisé notamment par un collectionneur sur lequel je reviendrai, Michel de Marolles, pour parler de ces estampes en clair-obscur. Le terme de clair-obscur se trouve notamment aussi dans un certain nombre de traités, de peintures, de couleurs, et désigne la plupart du temps un art de la monochromie, de l'ombre, de la lumière, et comment finalement, d'un point de vue pictural ou même d'un point de vue du dessin, on arrive à jouer du volume. Donc c'est vraiment un art, un terme en tout cas, qui pour moi convient parfaitement à ces estampes, où vous verrez que c'est la monochromie, c'est la question du jeu des tonalités sombres, claires ou en demi-teinte qui les caractérisent vraiment parfaitement. Ces gravures n'utilisent pas la valeur illusionniste de la couleur, vous vous en rendrez compte assez vite. Elles sont toujours dans un dégradé d'une couleur un peu particulière, qui n'a rien à voir avec l'objet réel qu'elles sont censées représenter, et elles nous offrent d'une certaine manière une vision et un monde de manière arbitraire. Alors le propos de l'exposition, j'irai vite avant qu'on puisse enfin regarder les estampes ensemble. Il s'agit de réunir 120 estampes relevant de cette technique et de cette esthétique, produites dès le départ en Allemagne autour des années 1508-1510 jusque dans les années 1650, qui réunit 3 fonds exceptionnels. D'abord la Bibliothèque nationale, avec les richesses que l'on connaît d'une telle institution, le musée du Louvre, bien sûr, avec la collection Edmond Rothschild, dont je m'occupe. Edmond Rothschild n'avait pas une collection exhaustive en termes de gravures en clair-obscur, mais de très belles épreuves, notamment d'Italiens et de graveurs nordiques. Et puis la Fondation Custodia, qui, grâce à Fritz Lörth et les directeurs qui lui ont succédé, ont choisi d'avoir une politique vraiment dynamique dans ce domaine du clair-obscur. Fritz Lörth aimait particulièrement cet art, il le dit dans un certain nombre de catalogues d'exposition, il était fasciné par cet art de la variation et cette sophistication très importante de ces estampes. Donc ce sont les 3 prêteurs principaux, la Fondation Custodia ayant en plus très généreusement mis à contribution sa réserve et sa collection de cadres anciens pour pouvoir encadrer un certain nombre de chefs-d'œuvre qu'elle nous prêtait. Donc c'est vraiment un très beau geste de sa part. Et cette expo a réuni aussi une équipe de recherche assez fournie et assez mixte, évidemment des collègues de la Bibliothèque nationale, du Louvre, de Custodia et des chercheurs étrangers qui sont chacun dans leur domaine spécialistes ou de l'artiste ou de la technique ou de l'ère géographique concernée. L'exposition, évidemment, ne peut se concevoir en dehors de l'historiographie sur le sujet, qui n'est pas mince. Depuis 2012, on a l'impression que ces gravures en clair-obscur sont à la mode, puisque certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de voir de très belles expositions sur ce sujet, aussi bien à Vienne, à l'Albertina, qu'à Londres, où on montrait la collection de clair-obscur de l'Albertina et de Georg Baselitz, qui est un artiste qui a particulièrement collectionné ces gravures en clair-obscur. Les chercheurs peuvent maintenant disposer d'un très bel outil de travail qui s'appelle Printing in Color, sous la direction d'Elisabeth Savage, qui a vraiment souhaité ouvrir la question de la technique de la gravure en couleur pour les 15e, 16e et 17e siècles. Et plus récemment, enfin, une exposition en même temps que la nôtre s'est ouverte à Washington. Elle s'était d'abord ouverte cet été au LACMA, à Los Angeles, et à Washington sur la question du clair-obscur italien. Donc l'ère est à la couleur et à la question de la gravure en couleur. Pour pouvoir peut-être placer notre propos au sein de ce panorama historiographique un peu large, je dirais que notre manière d'envisager le sujet se caractérise par le fait qu'on a souhaité insister beaucoup sur la matérialité de l'estampe, l'étudier vraiment non pas comme un véhicule d'une composition dessinée, mais vraiment pour elle-même, avec une prise en compte des états, des types de couleurs, des filigranes, qui sont des éléments du papier qui peuvent parfois, vous le verrez, apporter des nouveaux éléments très importants sur la localisation de certaines estampes.
des nouvelles attributions et surtout une séquence chronologique plus fine quand on pouvait la donner de production de certaines gravures. Et c'est à cette enseigne que nous avons lancé, et vous pourrez le découvrir au sein de cette exposition, un programme d'analyse de pigments et de matériaux colorés. Aussi étonnant que ça puisse vous paraître, alors que la couleur est absolument constitutive de ces estampes, il aura fallu attendre les années 2010 pour que des chercheurs se posent la question de savoir quels étaient les pigments, les matériaux colorants qui étaient utilisés dans ces estampes. Alors on a d'abord travaillé et commencé par l'Italie, une équipe à la fois française et américaine qui a beaucoup travaillé sur les clairs-obscurs italiens pour essayer de comprendre, analyser par différentes analyses physico-chimiques quels pouvaient être les pigments et les caractériser. Et fort de ces résultats, nous avons souhaité, avec une équipe française conduite par Kilian Laclavétine et qui réunit le C2RMF, la Bibliothèque nationale et le Louvre, conduire le même type d'analyse, mais cette fois-ci sur un corpus nordique, sur une quarantaine d'estampes, avec différents types d'analyses sur lesquelles je ne vais pas entrer trop dans le détail. Vous voyez à l'écran ici, nous avons souhaité montrer de manière un peu pédagogique tous les pigments que nous avons pu trouver utilisés par ces graveurs sur une très très longue période. Et à côté, un petit peu plus loin, je vous invite à aller voir ce feuilletoire que nous avons réalisé, où nous avons choisi de prendre 3 estampes assez caractéristiques et montrer comment, par différentes analyses, différents types d'analyses spectroscopiques ou d'imagerie toute simple, on peut arriver à faire parler ces estampes et à savoir un peu mieux, connaître un peu mieux les pigments et les colorants que les artistes ont pu utiliser. Alors passons maintenant vraiment à l'exposition. J'ai vraiment choisi de suivre pas à pas les sections telles qu'elles sont conçues. Ce sont vraiment des sections à la fois chronologiques et par foyer, grand foyer producteur. Et d'abord, une petite introduction qui n'a pas l'ambition de répondre à toutes les questions, mais qui souhaite vous poser le contexte de création dans lequel intervient la création de cette technique et de ces premières gravures en clair-obscur. Quel type d'estampes trouvait-on avant ou à peu près au moment où la technique est mise au point pour l'estampe en feuille au début du XVIe siècle? Eh bien, on trouvait tout d'abord, comme vous le voyez, ici, une estampe de 1460, mais type d'estampe qui pouvait être encore développée et produite jusqu'à la fin du XVe siècle. Une gravure sur bois de fil toute simple où je vous disais préalablement que la couleur avait été apposée après impression. C'est absolument une production typique de l'estampe du XVe siècle. Vous voyez que la couleur est apposée à la main à la manière d'une enluminure, hein, et c'est ce qui constituait le paysage, j'ai envie de dire, coloré pour l'estampe pendant le 1er siècle de son existence. Et puis ici, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, une des premières réalisations d'impression en couleur, en 5 planches, hein, une planche par couleur de cet Erhard Raddolt, donc cet imprimeur d'abord actif à Augsbourg, ensuite à Venise, et qui travaille parfois d'après des compositions d'Hans Bürkmer. Et vous voyez, même si c'est très difficile sans regarder de manière attentive, que chaque couleur en fait a été imprimée de manière successive par superposition. Donc une des premières réalisations intervenant dans le livre, hein, la feuille étant détachée d'un micelle, pour imprimer en couleur une estampe. Sinon, si vous n'aimiez pas la couleur, eh bien, vous pouviez avoir de l'estampe en noir et blanc, puisque, en effet, un grand nombre d'artistes, Dürer évidemment, je vous ai mis une de ces estampes qui est réalisée autour des années 1500, mais d'autres avant lui, pratiquaient l'art de la gravure comme un art du noir et blanc.
À côté des estampes, des artistes pratiquaient un art du dessin qui est assez proche, je trouve, de nos estampes en clair-obscur. Ce sont tous ces dessins sur papier préparé, dont vous voyez 2 exemples ici, qui ne sont pas au sein de l'exposition, mais j'ai souhaité un peu varier ce qu'on pouvait, à partir du fond du musée du Louvre, vous présenter. Ce sont ces techniques de dessin sur papier préparé, et ensuite travailler avec une pointe de métal qui permet de faire jouer donc sur un contraste, sur un fond coloré contrasté, les ombres et les lumières, avec apport de rehauts de gouache blanche pour pouvoir poser les principales zones de clair. Donc vous avez ici un dessin dit école de Botticelli, qui vous montre dans deux études cette esthétique que l'on retrouve aussi pratiquée à Florence par Lorenzo Di Credi un petit peu plus tardivement, avec cette magnifique tête d'homme âgé. On est sur exactement le même type de technique et vous voyez donc on est déjà dans cette idée de recherche de poser les ombres et les lumières d'une composition. Autre technique assez proche, la seule différence entre les dessins que je viens de vous présenter et celle-ci, c'est le fait qu'à la place d'avoir recours à une pointe de métal, on utilise une plume avec une encre, mais c'est sur un dessin sur papier préparé avec rehaut de gouache blanche. Ce type de dessin, pratiqué aussi un peu partout, mais là plus particulièrement dans le sud de l'Allemagne, par ce maire van Landshut. Donc un beau dessin on va dire des dernières décennies du XVe siècle, qui vous montre là aussi cette idée de présenter un sujet sur un fond coloré en faisant jouer ombre et lumière. L'hypothèse que vous trouverez assez traditionnellement avancée par un certain nombre d'historiens, y compris des historiens de l'estampe, c'est que l'estampe en clair-obscur ou en couleur, la technique a été mise au point pour imiter précisément les dessins que je viens de vous montrer à l'écran. Et d'une certaine manière, cette estampe était conçue pour venir abonder un marché de collectionneurs de dessins en clair-obscur qui n'avaient peut-être pas les moyens pour certains de s'acheter à chaque fois des feuilles uniques, autonomes, qui pouvaient être coûteuses, et pouvoir s'offrir une sorte d'ersatz de feuilles moins chères puisque multiples, faites en plusieurs exemplaires, qui donneraient l'apparence, l'illusion d'un dessin en clair-obscur. C'est sans doute vrai, et ce contexte a sans doute joué. J'en veux pour preuve toujours ce maire van Landshut qui s'amuse, j'espère qu'il s'est amusé, à imprimer au burin sur un papier teinté, cette fois-ci, violet, pour vraiment donner l'impression qu'il est en train de faire un dessin en clair-obscur sur un fond violet, et qui aussi, celle-ci est conservée à la collection Rothschild, celle-ci est conservée au sein des arts graphiques du musée du Louvre, qui s'amuse aussi parfois même à travestir complètement son estampe comme à la manière d'un dessin, en mettant force de la vie de rehaut d'or, et même à donner une date à la gouache blanche, alors même que toutes les lignes que vous voyez ici, j'aurais pu vous mettre on a quelques exemplaires d'estampes imprimées sur papier blanc, tout est gravé en réalité. La couleur évidemment est apportée après, mais tout est gravé. Donc vous voyez que maire van Landshut s'amuse déjà à faire des hybrides, mêlant gravure, mêlant couleur apposée, le tout dans une esthétique qui essaye de se rapprocher le plus possible quand même de ce dessin en clair-obscur. Donc la question d'un marché, la question de collectionneur, la question de vouloir imiter ce dessin en clair-obscur se pose à l'évidence. Mais je souhaiterais évidemment que vous ne restiez pas sur cette unique explication, puisque pour moi, ces estampes en clair-obscur sont aussi pratiquées par des artistes qui s'intéressent vraiment à ces innovations techniques, qui s'intéressent à l'art de la gravure en couleur, qui, lorsque vous le pratiquez, vous vous rendez compte qu'il est très très éloigné finalement de ce dessin en clair-obscur, même si les effets sont sans doute très proches et assez voisins. Mais c'est bien, à mon avis, l'innovation technique que de telles œuvres pouvaient représenter qui a aussi joué dans le développement d'une telle technique.
Je vous le montre ici parce qu'on aurait pu le montrer davantage au sein de l'exposition. J'ai essayé à chaque fois de mettre en rapport quand un artiste travaillait le dessin en clair-obscur et faisait des gravures en clair-obscur, des exemples qui vous permettent de voir à la fois la proximité et aussi l'écart, parce que je pense qu'il y a un écart et que cet écart était quand même, pour les collectionneurs qui s'y connaissaient très bien, suffisamment significatif. Peut-être qu'en effet, ces estampes pouvaient être perçu à deux niveaux. Un niveau peut-être vraiment, pour les gens qui connaissaient assez mal le sujet, un niveau qui leur permettait de croire qu'ils avaient face à eux un dessin en clair-obscur. Mais pour des collectionneurs, et il y en avait, je pense que l'écart était assez évident entre, d'un côté, un dessin donc réalisé autour de 1515, conservé au British Museum, sur fond préparé et qui fait jouer ombre et lumière. J'ai évidemment pris une composition assez proche. L'un n'est pas préparatoire à l'autre. Ce sont deux modes d'expression concomitants, indépendants, dans Baldwin, qui s'amuse par ailleurs aussi à faire de la gravure en clair-obscur. On lui en doit 5. Je vous en montrerai une autre tout à l'heure. Alors, quel est le contexte et comment arrivent ces premières gravures en clair-obscur ? En feuille toujours, puisque je ne parlerai pas de la production qu'on trouve dans les livres imprimés. Eh bien d'abord dans un contexte qui est assez bien documenté, un contexte intéressant socialement et historiquement à mettre en valeur, parce que c'est un contexte de rivalité. En Allemagne, les premières gravures en clair-obscur produites le sont en Allemagne, et le sont dans un climat d'émulation entre deux cours princières. D'un côté, la cour du prince électeur Frédéric le Sage de Saxe, et de l'autre, la cour impériale à Augsbourg, autour de Maximilien Ier. Il y a un véritable enjeu d'invention de cette technique d'impression en deux matrices. Et pour les premiers essais, les premières élaborations, vous verrez qu'en plus, il s'agit de deux matrices, une matrice gravée et imprimée en noir et une matrice gravée et ancrée en or ou en argent, donc avec des objets quand même relativement précieux. On sait que donc cette cour de Saxe et ces humanistes autour de Maximilien Ier cherchaient à être les premiers à mettre au point ce type d'invention, puisqu'on a un certain nombre de courriers, d'échanges épistolaires, et notamment une lettre de Conrad Peutinger, qui était un humaniste, conseiller de Maximilien Ier, qui en 1508 écrit à son homologue, en tout cas un haut fonctionnaire, dirait-on aujourd'hui, de la cour de Saxe, pour lui dire la chose suivante. L'année précédente, donc nous sommes en 1508, l'année précédente, en 1507, le camérier de votre grâce princière, c'est-à-dire du prince électeur de Saxe, m'a répondu en m'envoyant des chevaliers en or et en argent, imprimé par le peintre de votre grâce princière, c'est-à-dire Luca Crana. Ce qui m'a conduit à réaliser moi-même une telle œuvre. Et bien que j'en supporte les coûts, j'ai réalisé des chevaliers imprimés à l'or et à l'argent sur parchemin, comme votre grâce princière. Je vous envoie donc une épreuve d'essai, requérant diligemment si votre grandeur pourrait les examiner et me dire s'ils sont bien imprimés ou non. Et en fait, ce dont parle Conrad Peutinger, c'est ce que vous avez à l'écran. Le chevalier, que le peintre de la cour de Saxe, Luca Crana, a réalisé, c'est celui-ci. C'est ce Saint-Georges, imprimé donc sur un papier bleu, avec une matrice gravée et imprimée en noir, et une autre imprimée avec de l'encre d'or, qui a été envoyé en 1507 chez Maximilien Ier, en tout cas auprès de Conrad Peutinger, qui découvre ça et qui sans doute est un peu piqué de voir que à la cour de Saxe, on est un petit peu en avance d'un point de vue de l'impression et de l'estampe, et demande à Hans Burkmer, qui est alors un peintre très, très en vue dans la cour, dans les artistes qui travaillent pour Maximilien Ier, de lui répondre en exécutant ce magnifique Maximilien Ier à cheval, selon la même technique, à ceci près que, en plus d'avoir de l'or, vous avez dans la partie inférieure de l'argent. Ce sont donc ces chevaliers, ces courisseurs, qui sont les premiers essais de gravure en clair-obscur ou en couleur, en feuille, en Allemagne, dans les années 1507-1508.
Je vous montre d'autres exemples, puisque la lettre de Konrad Peutinger parle d'impression sur parchemin. Konrad Peutinger ne répond pas qu'avec une seule estampe, le Maximilien. Il lui demande aussi de faire un Saint-Georges. C'est ce que vous voyez ici. Un exemplaire qui est conservé à Cleveland, à Berlin, pardon, au Kupfertischkabinett, sur parchemin, donc, qui est une impression en noir, sur laquelle vient une deuxième planche imprimée à l'or et à l'argent. Et ici, une autre impression du Maximilien sur parchemin conservée à l'Art Institute de Chicago. Ce sont des réalisations extrêmement précieuses. Il y en existe très peu maintenant aujourd'hui. Pour le Saint-Georges de Cranach, 2 exemplaires. Nous avons réussi à avoir, grâce à la générosité du British Museum, le prêt du plus bel exemplaire qui existe. Pour les réalisations de Hans Burkmer, il y en a un petit peu plus, mais vous voyez que à la fois ces estampes sont des petits objets très précieux qui doivent se comprendre dans un contexte princier, qui étaient sans doute des cadeaux offerts ou par le prince électeur de Saxe ou par Maximilien Ier, mais ça dit quelque chose aussi sur cet intérêt que les humanistes pouvaient avoir dans l'innovation technique, dans cette course à l'innovation technique et à la mise au point de l'estampe en couleur, en tout cas en 2 planches. À une date indéterminée, ce que vous aviez vu auparavant, donc cette planche imprimée à l'or disparaît. On va garder uniquement la planche de trait imprimée en noir et on va ajouter ce qu'on appelle vraiment une planche de teinte. Vous voyez ici avec le Saint-Georges et le Maximilien qui cette fois-ci comporte donc une planche de teinte en vert où ont été gravées en réserve toutes les lignes blanches que vous voyez ici. Je dis à une date indéterminée, puisque vous avez compris que ces estampes datent des années 1508, mais vous avez bien compris que c'est la planche de trait qui à cette date de 1508. Et donc la datation de la substitution de cette planche de teinte nous est malheureusement, le moment de cette substitution nous est malheureusement inconnu. On en est réduit à des conjectures, sans doute entre 1508 et 1510, mais on ne peut pas véritablement établir le moment précis où on décide de faire peut-être quelque chose d'un petit peu moins recherché et qui va pouvoir plus se commercialiser avec une planche de teinte qui pourrait être imprimée dans toutes sortes de couleurs. Autre exemple révélateur de ce contexte de fébrilité à vouloir mettre au point une technique, c'est cette falsification voulue par Lucas Cranach qui nous explique dans cette estampe en 2 planches du Saint-Christophe qu'il a réalisé pour la première fois en 1506 une telle gravure. La date de 1506 n'est pas tenable. Les historiens l'ont retournée dans tous les sens et ont été obligés de se rendre à l'évidence qu'il s'agissait d'une falsification, d'une datation fausse de Cranach, puisqu'il utilise le petit serpent ailé qui lui est concédé comme signature par le prince électeur de Saxe uniquement qu'à partir de 1508, et que par ailleurs, toutes les autres estampes en clair-obscur qu'il réalise sont au plus tôt faites en 1509. Donc on pense véritablement qu'il s'agit d'une volonté d'antédater de 3 ans sa gravure pour pouvoir apparaître rétrospectivement comme le premier à avoir fait de la gravure en couleur. C'est vous dire à quel point tout cela devait beaucoup émouvoir nos peintres et graveurs. Une fois cette mise au point technique, la gravure en clair-obscur se diffuse très largement dans les aires germaniques. À Strasbourg notamment, on revient à Hans Baldung Grien avec son sabbat des sorcières ou ses sorcières en 2 planches. Au sein de l'exposition, vous verrez 2 impressions, une en orange et l'autre en gris, qui donnent un effet un petit peu différent. Ce qui est intéressant pour Baldung, et pour ce sujet en particulier, je vous disais qu'il avait pratiqué le dessin en clair-obscur, donc on pourrait considérer que la gravure en clair-obscur est une sorte d'aboutissement et de volonté de multiplier un petit peu ces dessins uniques faits dans cette technique. Mais dans le cas précis des sorcières, l'estampe précède un certain nombre de dessins qu'il fait ensuite en 1513, en 1514, et aussi la célèbre composition peinte conservée au Städel.
À Strasbourg également, un autre graveur moins connu, enfin un autre artiste, peintre moins connu, Hans Wechlin, qui va utiliser la technique de manière un peu différente. Et il ne s'agit pas d'y voir une sorte d'avancée chronologique, mais vraiment un choix particulier d'un artiste, qui est que sa planche de teinte va parfois aussi contenir des éléments essentiels de la composition et pas seulement apporter lumière et couleur. Vous le voyez ici avec ce magnifique Memento Mori, où gravé dans la planche de teinte en réserve, vous avez toute l'ornementation qui vient animer l'estampe et la lettre de l'estampe qui désigne donc cette tête de mort comme une vanité. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de Cranach, de Birkmer, de Baldung-Green. Tous ces artistes sont des peintres, des dessinateurs, en aucun cas des graveurs. C'est-à-dire qu'ils donnent des dessins qui vont être gravés par des graveurs professionnels. Malheureusement, tous ces graveurs professionnels sont tombés dans l'oubli, on ne sait rien d'eux, en tout cas pour nos gravures en clair-obscur. Et mis à part ce Jost de Necker que je vous montre ici à l'écran, qui était d'origine anversoise, qui vient travailler à Augsbourg sans doute dès 1512, peut-être un petit peu avant, mais qui est en tout cas documenté dès 1512 à Augsbourg, justement pour aider aux grandes réalisations gravées que Maximilien Ier est en train de mettre en place. Sans doute vous connaissez l'Arc de Triomphe, le cortège triomphal, qui sont des espèces d'énormes réalisations de plusieurs gravures qui sont censées être imprimées et mises bout à bout pour former des compositions monumentales. Eh bien, ce Jost de Necker joue un peu le rôle de superviseur de l'équipe de graveurs très importante. Et on sait précisément qu'il est le graveur de cette estampe grâce là encore à une lettre qu'il adresse à Maximilien Ier en 1512 où il explique que, mis à part cette commande qui en effet n'a pas été suscitée par l'empereur Maximilien Ier mais par un humaniste conseiller de l'empereur et donc dont il se réclame, Jost de Necker explique que c'est bien lui qui a gravé cette estampe en 3 planches dans un camailleux extraordinaire où d'ailleurs il est toujours assez difficile d'arriver à isoler la planche, les différentes planches de teinte. Si on devait faire une décomposition visuelle, ce serait toujours assez... on a essayé, mais c'est toujours assez compliqué. Mis à part cette estampe particulière, il explique à l'empereur qu'il travaille bien pour lui et juste pour lui. Mais du coup, cette lettre nous permet de savoir que Jost de Necker est l'auteur de cette gravure. On s'est du coup posé la question de savoir si pour les autres gravures faites d'après Hans Birkmer, il pouvait être aussi le graveur, mais très vraisemblablement, son nom est toujours apposé après un certain nombre d'états. Il est plus l'éditeur, celui qui récupère les plaques et qui les imprime, plus que le graveur. Donc il faut se résoudre au fait que, malheureusement, des acteurs incontournables de ces gravures en clair-obscur en Allemagne des années 1510 et 1520 sont complètement anonymes et resteront jusqu'à preuve du contraire dans l'oubli. En Italie, on passe à un autre, on voyage dans le temps et dans l'espace. Très rapidement, l'estampe en clair-obscur va être produite dès les années 1516 et selon des modalités de travail assez différentes par rapport à l'Allemagne, puisque contrairement à ce que je vous disais, les graveurs et les éditeurs de gravures en clair-obscur sont connus, vont signer leurs œuvres et collaborer directement ou indirectement avec des dessinateurs et des peintres. L'artiste principal, le graveur principal, celui qui est le plus connu et que vous connaissez sans doute, c'est Ugo da Carpi, qui nous a laissé un corpus très important de gravures en clair-obscur et qui surtout a pris le soin, je vous le disais tout à l'heure, de protéger un certain nombre de ces gravures, de privilèges qu'il négocie dans un premier temps à Venise, puisqu'il est actif d'abord à Venise, et ensuite à Rome. Ugo da Carpi réunit toutes les casquettes, mais il a quand même besoin d'un certain nombre d'inventeurs et d'inventions pour pouvoir faire ses clairs-obscurs, parce que c'est un peintre, c'est un éditeur, un graveur, un imprimeur. Dans son privilège négocié auprès de Venise, le 24 juillet 1516, voilà comment il décrit la technique. Il dit « J'ai trouvé un mode d'impression en clair et en obscur, chose nouvelle et qui n'a jamais été faite. » Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, vous l'avez compris, puisque Hans Birkmer, Cranach et Baldung avaient quand même déjà fait de la gravure en clair-obscur, mais c'est vrai que leur réalisation était peut-être, je dirais, un peu différente par rapport à ce que Ugo va proposer. Et il finit en disant « Et c'est une belle chose, utile à tous ceux qui ont le plaisir du dessin. » Et ce rapprochement qu'il fait avec le disegno, le dessin, va très vite être compris vraiment
par l'historiographie dont je vous parlais tout à l'heure très rapidement, vraiment comme l'idée que ces gravures en clair-obscur italiennes sont là pour imiter un type de dessin, un autre type de dessin dont on aurait pu parler, un dessin sur papier lavé, avec rows de gouache blanche, tonalités de différents lavis qui jouent des contrastes d'ombre et de lumière. Ici, je vous montre une magnifique estampe en quatre planches, gravée d'après Raphaël, qui reprend une composition de l'incendie du Borgo, d'une des chambres du Vatican, peinte entre 1514 et 1517. C'est un détail, ce n'est pas une reproduction fidèle. L'intermédiaire, d'ailleurs, un dessin ou une peinture ne nous est pas parvenu, donc on ne sait pas comment Ugo da Carpi a pu travailler avec Raphaël. Et d'ailleurs, les dernières recherches dans ce domaine tendraient à nous faire comprendre que la collaboration entre Ugo da Carpi et Raphaël n'était peut-être pas si directe que ça, et que très souvent, Ugo travaillait soit à partir de dessins qui étaient réalisés par l'atelier de Raphaël, mais pas directement par Raphaël lui-même, ou bien à partir de burins réalisés d'après des compositions de Raphaël, et notamment les burins de Marc-Antonio Raimondi. Sur cette estampe, et c'est pour ça que je l'ai choisie, vous avez ici le rappel du privilège qu'il négocie à Rome. Nous sommes en 1518, Ugo part de Venise vers les années 1517 et peut-être dès 1517 à Rome, en tout cas assurément en 1518. Et ce privilège est très clair, il explique que quiconque imprimerait ces planches malgré l'auteur encourrait, selon la décision du divin pape Léon X et du prince de Venise, une sentence d'excommunication et d'autres peines. Donc les imitateurs n'ont qu'à bien se tenir. Si Ugo n'a pas travaillé peut-être directement avec Raphaël, dans le sens où Raphaël n'a pas forcément systématiquement donné des dessins pour qu'ils soient imprimés en clair-obscur, en revanche, la collaboration entre Ugo et Parmesan est quasi certaine. Et je vous montre ici un des chefs-d'œuvre de Ugo da Carpi, d'après une invention du Parmesan, c'est ce Diogène et le bipède sans plume, une magnifique épreuve de la Fondation Custodia, faite du vivant d'Ugo, puisque vous le verrez au sein de l'exposition, l'art de la gravure a ceci d'extraordinaire que souvent les matrices survivent à leurs graveurs et aux artistes qui les ont réalisées et peuvent continuer d'être imprimées. Et cette composition a continué d'être imprimée, parfois dans des dégradés de marron et pas très heureux, qui montrent que l'estampe a continué d'avoir énormément de succès après la mort d'Ugo da Carpi. Mais ici, il s'agit vraiment d'une estampe extraordinaire, d'un tirage extraordinaire, avec une planche de trait gris, mais vous voyez que c'est plus vraiment une planche de trait, on est seulement dans un apport d'ombre qui vient ici faire jouer et placer le personnage et lui donner du volume et de la profondeur, avec une succession, donc une superposition de 3 autres planches dans un dégradé, dans un camailleux de vert du plus clair au plus foncé. Nous n'avons pas de dessin préparatoire conservé pour cette estampe, un certain nombre de petits dessins, de détails sur un certain nombre de feuilles. On s'est posé la question de savoir si Parmesan n'avait pas par hasard dessiné directement sur les planches de bois, ça pourrait être tout à fait possible. Et il y a un certain nombre d'interrogations sur la date exacte d'exécution de cette gravure, un certain nombre d'historiens considérant qu'elle est faite quand Parmesan est encore à Rome, avant le sac de Rome de 1527, et Naoko Takatake notamment, qui est commissaire de cette exposition dont je vous parlais à Washington et à Los Angeles, pense elle de plus en plus, sur la base d'un certain nombre d'observations, les filigranes, etc., que cette estampe a dû être exécutée et imprimée après 1527, quand, une fois le sac de Rome ayant complètement ruiné la ville de Rome et forcé un certain nombre de personnages, dont Parmesan et ses graveurs, à quitter la ville où ils risquaient leur vie, la ville éternelle où ils risquaient leur vie pour aller se réfugier à Bologne, ils s'installent là-bas et ils continuent à réaliser, à exécuter un certain nombre de gravures en clair-obscur.
Ugo da Carpi avait peut-être un élève, on ne sait pas exactement quels pouvaient être les liens qui unissaient Antonio da Trento, dont vous avez une estampe ici à l'écran, et Ugo da Carpi, mais il y a de fortes similarités dans leur art, dans la manière dont ils ont de travailler les encres, dans les papiers aussi qu'ils utilisaient pour imprimer leurs œuvres. Et il est très vraisemblable qu'Antonio ait pu être formé à l'art du clair-obscur par Ugo. Il se distingue néanmoins d'Ugo dans le fait qu'il a plus facilement recours à seulement l'usage de 2 planches, une planche de teinte et une planche de trait, comme vous pouvez le voir ici avec cette magnifique estampe de l'homme nu vu de dos ou de Narcisse, le sujet iconographique fait débat. Et Antonio da Trento se caractérise par le fait qu'il n'a travaillé qu'exclusivement qu'avec Parmesan. Il n'a jamais travaillé avec d'autres inventeurs. Donc on imagine bien, et c'est ce que Vasari nous dit, donc parfois on croit Vasari, parfois il faut évidemment prendre un peu de recul avec ce que Vasari peut nous dire, mais Vasari explique qu'Antonio da Trento avait suivi, en tout cas que Parmesan était parti à Bologne avec un certain nombre de graveurs, dont Antonio da Trento. Et Antonio da Trento, vraisemblablement, travaille avec Parmesan quand ils sont à Bologne dans les années 1527-1530. Un autre artiste important qu'il faut retenir de cette ère géographique et des années 1500 plus tardives, 1540-1550, c'est Niccolò Vincentino, pour lequel, là encore, on a encore moins, j'ai envie de dire, de renseignements biographiques qu'Antonio da Trento. Il travaille d'après plusieurs artistes, mais c'est un graveur et un éditeur, ni un peintre ni un dessinateur. Il prend aussi comme composition beaucoup de dessins de Parmigianino, mais d'après Vasari, cette collaboration n'a pas pu se faire du vivant de Parmesan qui meurt en 1540, Niccolò travaillant vraiment après cette date. Donc toute la question demeure de savoir comment il a pu avoir accès aux dessins de Parmesan, parce que vous voyez ici un très beau dessin donc, attribué à Parmesan, qui illustre un épisode de l'histoire d'Apollon et Marsyas, Olympos, le disciple de Marsyas, qui se désespère de la mort de Marsyas ordonnée par Apollon, et qui est transcrit en 3 planches, par Niccolò Vincentino, encore que l'on ait encore beaucoup de doutes sur le contour du corpus gravé de Niccolò Vincentino, ce dernier ayant très peu signé ses œuvres, mais là encore sur des bases qui reposent essentiellement sur la manière dont Niccolò Vincentino avait de concevoir ces différentes planches, notamment toujours une planche de teinte qui tapisse par une seule et même couleur le fond de la composition et une planche intermédiaire qui contient très souvent des éléments importants de l'arrière-plan et des couleurs aussi très vives qui ne sont pas les couleurs d'Antonio ni d'Ugo da Carpi, une manière de broyer ces pigments qui est peut-être un petit peu grossière, signe d'une exécution plus rapide et peut-être aussi d'un tirage plus important d'estampes. Tous ces éléments-là ont été mis à contribution et mis en valeur par Naoko Takatake pour redessiner le corpus de Niccolò Vincentino, donc sur des bases qui ne sont pas seulement des bases stylistiques du connoisseurship qui emprunterait à l'art du dessin ou à la connaissance du dessin, mais bien sur des considérations matérielles de l'estampe, la répartition des matrices les unes entre les autres, les encres, les couleurs et l'histoire aussi des bois, puisqu'on sait qu'une grande partie du corpus des bois gravés de Niccolò Vincentino finissent par être la propriété d'un autre graveur plus tardif sur lequel je reviendrai qui s'appelle Andrea Andreani. On ne peut pas évidemment parler de clair-obscur sans parler de Domenico Beccafumi, ce peintre, graveur, dessinateur, sculpteur absolument incroyable qui a pratiqué l'art de l'estampe en clair-obscur au même titre qu'il pratiquait le dessin en clair-obscur, j'ai envie de dire, et on a souhaité vous montrer une dizaine d'estampes et de dessins qui vous permettent de voir combien pour lui ces deux arts étaient complètement complémentaires et comment par exemple ce Saint-Marc réalisé à la fin des années 1500, de l'année 1538, avec cette disposition en lavis, en ombre en clair-obscur, et l'écho peut-être anticipe très largement toute sa série d'apôtres gravés en 3 planches, selon un procédé extraordinaire, vraiment de superposition de couches d'encre épaisse, mais qui se fondent néanmoins pour arriver à avoir des dégradés extraordinaires de lumière et d'ombre dans des couleurs
souvent assez puissantes. Vous verrez le Saint-Paul qui est tout imprimé en noir et qui se détache du blanc du papier comme une sorte d'apparition incroyable. Voilà, pour montrer comment Domenico Beccafumi est vraiment un peintre, un graveur clair-obscuriste. J'ose ce néologisme ou ce mot qui n'est peut-être pas reconnu par nos académiciens, mais parce que vraiment nous sommes dans cette dialectique de l'ombre et de la lumière portée à un niveau de virtuosité sans équivalent. Jusqu'à très peu de temps, on ignorait complètement que la gravure en clair-obscur avait été aussi pratiquée sur le chantier royal de Fontainebleau, et c'est Catherine Jenkins qui est la grande spécialiste de l'estampe de cette période, qui a pu montrer, grâce notamment au filigrane, que ces estampes, qui étaient signées de ce maître, de cet anonyme monogrammiste qui signait toutes ces estampes NDB, n'était sans doute pas un graveur bolonais actif au même moment que Niccolò Vicentino en Italie, ou peut-être était-il bien bolonais, mais en tous les cas, il gravait et imprimait à Fontainebleau au même moment et en même temps que les autres graveurs à l'eau forte qui étaient présents sur le chantier. Et elle a pu s'en rendre compte en regardant les papiers qu'il utilisait, qui sont des papiers troyens et qui sont exactement les mêmes, qui ont les mêmes filigranes que ceux qui sont employés par les graveurs à l'eau forte présents à Fontainebleau. Donc aujourd'hui, on peut être, je pense, sûr quand on affirme qu'il y a bien eu une activité de gravure en couleur, de gravure en clair-obscur à Fontainebleau dans les années 1540, d'après des compositions de Raphaël, d'après des compositions aussi de Luca Peni. Ça, c'était Dominique Cordelier qui l'avait montré dans sa brillante exposition de 2012, où il avait identifié l'origine de la composition gravée. Le graveur ne nous est pas connu, il ne s'agit pas du maître NDB, l'estampe est anonyme, elle n'est pas signée et la technique n'est pas celle du maître NDB, mais la composition, elle, est bien de Luca Peni. Elle reprend complètement la grande Sainte Famille de Raphaël, mais vraiment déclinée selon l'art de Luca Peni, qui par ailleurs, nous dit Vasari encore, et là encore, nous sommes bien heureux de pouvoir le suivre, qui disait que Luca Peni avait évidemment donné beaucoup de dessins pour la gravure en métal, c'est bien connu, mais aussi pour la gravure sur bois, et cette gravure en est un excellent exemple. À Anvers, nous voyageons et toujours dans le temps et dans l'espace. À Anvers, la gravure en clair-obscur connaît aussi un âge d'or dans les années 1550 grâce à un peintre essentiel, magistral, qui est Franz Floris, qui va travailler avec un artiste dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'à chaque fois mes collègues néerlandais se moquent de moi. En latin, c'est Iudocus de Curia, c'est beaucoup plus facile. Donc ce Iudocus de Curia, qui est sans doute originaire de Courtrai, signe un certain nombre de gravures de Franz Floris, qui met son Invenit dans un dialogue et dans une collaboration extrêmement virtuose. Vous voyez ici l'art du clair-obscur porté à son paroxysme, puisque nous sommes face à une composition de plus de 2,70 m de long, qui a réuni donc à chaque fois 3 estampes pour faire les différentes teintes, mais sans doute, au bas mot, au moins 3 matrices différentes. Moi, je pense qu'en fait, on est sur 6 matrices. En fait, vous voyez ici qu'il y a une scansion bien évidente, mais que le bois, les différents bois devaient s'arrêter au milieu et ensuite être joints sur le papier. Donc, soit 9 matrices pour réaliser une telle estampe, 3 x 3, 9, soit 18 pour arriver à cette frise qui, ici, ne souhaite plus forcément rivaliser avec le dessin, mais bien avec la peinture murale, avec la tapisserie, avec la fresque, tous ces éléments artistiques que Franz Floris a vus à Rome, avec sans doute aussi des gravures en clair-obscur italiennes d'Ugo da Carpi ou d'autres artistes, et qu'ici, il traduit dans un camailleux de beige et de brun absolument exceptionnel. Je vous montre un détail pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Ici, on est sur le blanc du papier, première planche de teinte, deuxième plus foncé, et enfin la planche de trait avec évidemment tous les guillemets qu'il faut mettre autour de cette qualification qui vient donner un certain nombre de contours et d'ombres à la composition.
En Italie, une fois l'âge d'or passé avec Ugo da Carpi, Antonio da Trento, il reste encore quelques foyers actifs et je voulais m'arrêter sur l'un d'entre eux parce que là aussi on a un bel exemple de collaboration entre un dessinateur peintre, Marco Pino, à Naples, et un graveur qui s'appelle Giovanni Gallo et on voit ici la réalisation, le dialogue. Alors certes, il ne s'agit pas d'un dessin préparatoire à la gravure, mais j'ai choisi de les montrer parce que nous sommes sur des thématiques extrêmement proches, même sur la manière de poser les lavis, le rouleau de gouache blanche. Voilà comment un tel dialogue pouvait s'établir entre un artiste qui a été formé à Sienne par Domenico Beccafumi, peut-être de là lui vient l'envie de faire des clairs-obscurs. On sait qu'il était à la recherche de gravures en clair-obscur. Il avait d'abord travaillé avec un certain Antonio Spano, la collaboration s'est mal terminée puisqu'elle s'est soldée par un procès. Antonio Spano, le graveur, disant qu'il était mal rétribué pour tout le travail de gravure en clair-obscur qu'il devait faire. Et surtout, il trouvait absolument injuste que Marco Pino, le peintre, conserve par-devers lui les matrices. Marco Pino considérant que, même s'il n'était pas le graveur, il en était l'inventeur et donc le propriétaire naturel. Donc tout ça se solde par un procès et donc Marco Pino a recours à l'art d'un autre artiste, Giovanni Gallo, dont on sait très peu de choses, si ce n'est qu'il est documenté à Naples dans ces années. Peut-être est-il d'origine anversoise. Beaucoup ont fait des rapprochements entre son art de travail, sa manière de travailler et la manière dont avait ce Jodocus de Curia de réaliser des gravures en clair-obscur d'après Franz Floris. Mais peu importe, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer le dialogue très riche entre un dessinateur, un peintre et un graveur qui rend en 4 bois cette déclinaison de la vie et de couleurs absolument incroyable de l'artiste napolitain, enfin actif à Naples. Andrea Andreani, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est un graveur sur bois qui est plutôt actif dans la seconde moitié du XVIe siècle, d'abord à Florence, à Venise, à Florence et puis ensuite à Mantoue, et qui va porter l'estampe en couleur, l'estampe en clair-obscur à une échelle monumentale puisque c'est le spécialiste des grands formats. Si vous allez dans la salle qui lui est dédiée, vous verrez ces grandes compositions, dont celle-ci, l'armée du pharaon submergée par la mer Rouge, qui est donc une réunion de plusieurs planches, de 3 fois 4 planches, d'après une composition de Titien, une gravure, donc il n'est jamais l'inventeur véritablement en grande partie des compositions qu'il grave, mais qu'il réduit, mais auquel il apporte une couleur bienvenue pour ce sujet où les Juifs doivent échapper à l'armée du Pharaon qui les poursuit et cette armée finit complètement submergée par les eaux et vous voyez comment la couleur apporte ici cet élément chromatique de l'eau extrêmement bienvenu, de même dans les nuages. Aux Pays-Bas, en tout cas dans cette zone géographique des Flandres et des Pays-Bas, mis à part Franz Floris, personne n'avait vraiment travaillé la gravure en clair-obscur et c'est Goltzius qui reprend cette technique avec beaucoup de brio pendant une très courte période, entre 1588 et la première moitié des années 1590, avec ce Mars à mi-corps et ces 3 estampes. On comprend comment Goltzius souhaitait faire de la gravure en clair-obscur et aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure, de ce phénomène qui existe de reprise de planches qui peuvent être éditées bien après, de manière posthume, bien après l'activité d'un graveur. Vous voyez ici une gravure en clair-obscur pratiquée par Goltzius elle-même, assez simple, une planche de trait et puis une planche de teinte assez rudimentaire. Vous n'avez même pas véritablement de travail de réserve ici. Ce même Goltzius s'amuse à faire la même chose sur un papier bleu, donc on voit bien l'idée d'expérimenter, de donner peut-être quelque chose d'assez proche d'un dessin. Ce que vous voyez ici, ce sont des rouleaux de gouache qui ont viré. On a souvent pensé que cette estampe précédait celle-ci. En réalité, toutes les épreuves que l'on connaît sur papier bleu sont la plupart du temps composées d'un bois de trait qui est plus usé que les premiers clairs-obscurs dans cette tonalité-là. Mais cette tonalité-là, marron, un peu sourde, est absolument typique de Goltzius, ce qui n'est pas du tout le cas de celle-ci, qui est en fait une réutilisation
réduction de la planche de trait et un ajout de 2 nouvelles planches de teinte faites par un éditeur amstello-damois qui s'appelle William Janssen Blau, qui est un cartographe qui travaille à Amsterdam et qui réussit à récupérer les matrices de Goltzius, tout comme celle de Dürer. Vous en trouverez un bel exemple avec le portrait d'Ulrich Warnbühler, mais il avait aussi le rhinocéros, et c'est lui qui décide d'apporter de la couleur à ces estampes de Dürer. À Paris, et je vais finir assez rapidement, à Paris, la gravure en clair-obscur se trouve essentiellement pratiquée par un duo d'artistes, un peintre lorrain, Georges Lallemand, et un graveur d'origine allemande, Ludolf Buzinck, qui est documenté à Paris entre les années 1620 et 1630, et qui met son talent de graveur en clair-obscur au service de ce peintre. Et vous voyez ici, là encore, un dialogue que nous avons souhaité faire entre un dessin conservé au sein du département des arts graphiques et la gravure en 3 planches très douce, où on voit très bien comment Buzinck a réussi à la fois à reprendre l'univers de Camaïeu subtil et puis les lignes sinueuses des personnages de l'allemand, tout ça traduit dans une gravure sur bois en plusieurs planches fort réussies. Et puis, je termine ce tour d'horizon par cette production autour des Blommaert à Utrecht, notamment Abraham Blommaert, qui n'est pas du tout un graveur, qui est un peintre, un dessinateur, mais qui donnait volontiers des compositions pour qu'elles soient gravées au burin et aussi en couleur, en clair-obscur, soit en bois, soit comme vous l'avez ici à l'écran, dans une combinaison un peu compliquée de planches de teinte en bois et de planches de trait à l'eau forte. Et où vous voyez, ici le dessin n'est pas complètement préparatoire, il est conservé à la Bibliothèque nationale, que le dessin, ne serait-ce que par l'utilisation, le recours de cette eau forte pour donner peut-être un trait beaucoup plus fin, cette gravure en clair-obscur est de plus en plus dans une similitude, dans une imitation du dessin lavé avec rouleau de gouache blanche. Et c'est d'ailleurs ce qui intéressait Blommaert. Vous verrez un ouvrage qui est réalisé d'après des compositions de Blommaert, mais par le fils de Blommaert, Frédéric, qui est un manuel à dessiner, le Taken Book, qui est orné de gravures en clair-obscur et qui est pour moi un signe très important qui montre que cette gravure, dans les années 1640-50, notamment à Utrecht, finit par devenir une sorte de méthode, de technique pour reproduire le dessin. Et c'est ce qui signe peut-être d'une certaine manière sa disparition, puisque à partir des années 1650, on ne fait pratiquement plus de gravure en clair-obscur, d'abord parce que le bois n'est plus du tout une technique en vogue à l'époque, mais aussi peut-être parce que les dernières productions sont de plus en plus enfermées d'une certaine manière dans le domaine du dessin. Alors pour finir, je voudrais juste, comme une sorte de ligne directrice qui puisse vous permettre de voir l'exposition de manière différente que par ce parcours chronologique et géographique, vous montrer un petit peu quels pouvaient être les différents types de rapports de l'estampe en clair-obscur avec les autres arts, puisque je vous ai beaucoup parlé de ces relations avec le dessin, mais vous voyez avec Franz Fleuris ici, c'est une gravure d'après Franz Fleuris, toujours par ce même artiste, ce même graveur, qu'ils aimaient aussi se rapprocher de la peinture en changeant les supports d'impression, et notamment ici une rarissime impression sur toile que l'on a découvert assez relativement récemment avec Dominique Cordelier dans le fond du département des arts graphiques. Il y avait 2 estampes dans le corpus de Franz Fleuris connues comme imprimées sur toile, et donc c'est la 3e qu'on peut ajouter et qui montre comment on essaye, ici c'est une impression sur papier simple, ici une impression sur toile, comment il voulait essayer peut-être d'établir des rapports aussi avec la peinture. L'art de la médaille aussi, ici un recueil de portraits d'empereurs à partir de monnaies et de médailles fait par Hubert Goltzius, un cousin de Hendrik Goltzius, qui ici représente les portraits d'empereurs avec 2 planches de teinte et une eau forte, et qui essaye sans doute d'imiter ou de rendre les reflets métalliques de monnaies qui était à ce moment-là connu et qui véhiculait l'effigie de Charles Quint.
L'art peut-être de l'intaille, et vous savez que par ailleurs, ou vous ne le savez pas, mais qu'il y a un certain nombre de ces gravures ont pu être aussi appelées camailleux, peut-être en référence à l'art du camais. Vous avez reconnu ici la gravure que je vous montrais tout à l'heure, de la surprise ou du désarroi de l'Olympos, que je trouve assez... je trouve le rapprochement avec l'intaille, qui est une copie d'une intaille réalisée dans le 1er siècle avant Jésus-Christ, qui montre Apollon et Marsyas. Je trouve ce rapprochement assez bienvenu. On voit que ce format ovale, ce coloris rouge pouvait peut-être faire penser à l'art du camais ou de l'intaille. Des collectionneurs aussi, vous en verrez un certain nombre. On a essayé de montrer le plus emblématique d'entre eux, Michel de Marolles, qui est à l'origine du cabinet des estampes et qui, dans sa collection formée au XVIIe siècle, avait 3 volumes qu'il appelait des volumes de clair-obscur, qui réunissaient des estampes de toutes les écoles, toutes celles que je vous ai montrées, juxtaposées sur une double page, et vous pourrez découvrir le volume dans l'exposition. Mariette aussi, les Mariettes s'intéressaient énormément au clair-obscur. Pierre-Jean avait fait un premier catalogue de gravures en clair-obscur. Si vous voyez la notation sur une estampe Rothschild de l'un d'entre eux, le deuxième de la dynastie, Pierre Mariette, qui signe ici sa marque d'appartenance directement sur un clair-obscur de Wechsline. Je souhaiterais aussi peut-être finir sur le fait qu'au sein de l'exposition, nous avons souhaité vraiment mettre en valeur toute une série, au moins un film, mais qui est en fait toute une série de films consacrés à l'estampe, fait par Galix Productions, dont Monica Preti, en introduction, vous a parlé des différentes projections que nous allons faire. C'est Ugo da Carpi, donc ce film consacré à Ugo da Carpi sera projeté le 8 novembre. On en projette un tout petit extrait au sein de l'exposition. Ce sont des films extraordinaires, puisqu'ils sont à la fois poétiques, ils vont au plus près de l'estampe en la filmant vraiment dans ses moindres détails et en essayant de mieux comprendre et de mieux resituer à la fois l'artiste et le chef-d'œuvre qu'il réalise, tout en faisant intervenir un graveur contemporain qui soit pratique la même technique, soit a un univers artistique très, très proche. Et enfin, parce que je souhaiterais évidemment vous montrer que, certes, vous regarderez dans cette exposition des estampes du XVIe et du XVIIe siècle, mais que cette technique est toujours utilisée, toujours pratiquée, que la gravure est un art vivant, fait par des graveurs, et il y en a un certain nombre dans cet auditorium aujourd'hui, et je les remercie d'être présents, selon des modalités différentes, mais j'en ai sélectionné de manière arbitraire, et j'assume parfaitement cet arbitraire. 3. Ici, une magnifique série sur le mont Fuji de Lise Follier-Morales, une artiste qui est née en 1960, toujours active, et qui utilise donc 2 plaques, 2 planches de bois qu'elle ancre de manière différente, mais elle joue aussi sur les ancrages en apposant davantage, toujours la même plaque, mais en l'ancrant différemment, en utilisant davantage de bleu ou davantage de noir, ce qui fait qu'on arrive quasiment à des choses uniques et avec des dégradés d'ombre et de lumière extraordinaires. Pascal Emery aussi est un graveur, une femme, une graveuse, je ne sais jamais comment il faut dire, parce qu'avec ces histoires de genre, maintenant on est toujours un peu mal à l'aise, mais Pascal Emery est un graveur, une graveuse qui travaille aussi à partir de différents bois, ici une réunion de 4 bois, pour faire des vues extrêmement modernes d'architecture. Ici c'est la vue du Flatiron Building de 2010, où vous voyez la superposition, non pas peut-être dans un dégradé ou d'un camailleux, mais en tout cas une superposition de gravure en couleur très intéressante. Et je voudrais finir avec cet artiste que j'ai découvert il y a très peu de temps, que sans doute vous connaissez mieux que moi, mais qui s'appelle Franz Gertsch, qui est un artiste suisse, qui est plutôt un peintre hyper réaliste, qui a toujours recours à la photographie pour ensuite transcrire ce qu'il a vu en photo sous la forme picturale, mais qui a aussi produit un certain nombre de grandes gravures en couleur, de gravures sur bois. Ici, il s'agit de Dominique, un sujet qui a été gravé par lui en 1988, qui n'est gravé qu'en une seule planche. En fait, il travaille en piquetant sa planche et les creux qu'il génère et qui sont plus ou moins profonds lui permet d'avoir une sorte de modelé de lumière qui font émerger le motif et qu'il imprime ensuite avec des pigments qu'il broie lui-même en verre. Et ce verre se dégrade en fonction de la profondeur des petits trous qu'il aura réalisés dans sa planche, qu'il utilise comme un chevalet, comme une toile sur un chevalet, c'est-à-dire verticalement.
Je la mets en parallèle, et c'est la conclusion de mon exposé, avec Hans Bockmattner, parce que je trouve que cette monochromie est vraiment absolument le point commun d'une réalisation qui quand même éloigne de plus de 400 ans, 500 ans deux artistes, deux gravures, mais où on a bien cette même idée de la monochromie, cette idée d'une estampe qui s'éloigne, en tout cas de la couleur qui s'éloigne de la mimésis, qui met à distance le réel pour nous offrir des compositions d'une très grande modernité. Je vous remercie.